continuons nos travaux en abordant, je me suis demandé comment, je savais déjà qu'il était difficile de prendre la parole après vous, cher maître, et donc je me suis dit, là, d'un côté, il y a Poussin, et d'autre côté, il y a un autre grand héros du XVIIe siècle, c'est-à-dire Pascal, interprété par Benedetta Papasoli, qui est l'un des interprètes vraiment les plus éminents de Blaise Pascal. Vous le savez bien, Blaise Pascal est encore plus un auteur difficile. Nous n'avons même pas le même texte pour les pensées. Il y a des Pascal pour chacun des siècles qui ont hérité de lui, et Benedetta Papasoli a trouvé un passage formidable pour donner du sens à notre colloque, un héritier qui trouve les titres de sa maison. Donc on est vraiment au cœur de notre sujet. Benedetta Papasoli enseigne la littérature française à Rome, l'UMSA, et elle a vraiment je dirais, une carrière d'études et de fidélité à son maître Giovanni Macchia extraordinaire. Elle a été ici plusieurs fois. Je rappelle par exemple sa contribution en 2012 à ce volume qui venait du reste d'un séminaire, Création, Renaissance, hors du monde. Et là, c'était Création et créature chez Fénelon. Et puis aussi ces livres récents sur Fénelon précisément, et sur Pascal, dont il a assuré une magnifique édition italienne des Pensées. Et non seulement ces livres, là j'ai des pages et des pages de bibliographie, mais j'aimerais rappeler certains volumes qui montrent bien chez elle une espèce d'école du silence. C'est l'un des critiques qui s'est vraiment utilisé la plume plutôt pour effacer que pour surabonder. Alors, La mémoire du cœur au XVIIe siècle, un magnifique volume paru chez Champion. Là encore, par exemple, l'espace intérieur entre littérature et peinture. Nous sommes vraiment au cœur de notre sujet. Encore, un colloque qui nous avait réunis en 2007, c'est-à-dire autour de la tradition de Saint-Augustin au XVIIe siècle, Abscondita Memoriae, et un livre qui m'est très cher également, Le fond du cœur, figure de l'espace intérieur au XVIIe siècle. Et puis un livre très important qui est tout à fait dans le sillon de ce que nous devons aborder, l'édition des cantiques spirituels de l'amour divin dans la collection de notre revue. Et du reste, elle avait commencé tout jeune avec un livre qui a déjà un emblème, Dimore dell'assenza e dell'attesa, Mansiones absentiae, publié donc à Rome, et qui a été, je dirais, un peu une espèce de clé d'ouverture ou de seuil par lequel Benedetta Papasoli a commencé. Donc je la remercie beaucoup de cet acte ultérieur de fidélité, en sachant que ce texte pascalien est extrêmement compliqué, et donc je suis heureux que nous trouvions, grâce à Benedetta, les titres de notre maison commune. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup le professeur Carlo Orsola pour ces mots très aimables et surtout pour nous avoir réunis ici. Les verbes léguer et hériter ne figurent jamais dans les pensées de Pascal. Deux fois, il y a question d'héritier. Une fois par allusion à la parabole évangélique de la vigne dont l'héritier, figure du Christ, est tué. Une autre fois dans le fragment 664 de l'édition Cellier, qui ébauche une parabole cette fois toute pascalienne. Elle mérite, me semble-t-il, notre attention, ne fût-ce que par l'apparition subite d'un mot si rare dans l'ensemble de l'œuvre apologétique. Avant d'entrer dans la lecture du fragment, nous nous poserons la question de son lieu.
Où se situe-t-il dans la disposition indécidable de l'œuvre inachevée? Je répondrai de façon quelque peu tâtonnante, en tenant compte du fait que dans la formidable édition en ligne des Pensées de Pascal, le site créé par Dominique Descottes, ce fragment est parmi ceux qui n'ont pas encore été analysés, et que dans le commentaire des éditions savantes, il a été jusqu'à présent peu considéré. Si on le cherche dans le recueil original, c'est-à-dire le manuscrit de Pascal, aux grandes feuilles où les fragments sont collés sans dessin, le fragment en question figure pur et sans rature. Je pense que vous pouvez le voir là-haut. Là-haut, c'est le premier à droite, donc tout petit, isolé du reste de la page, jusque dans la forme du morceau de papier qui en est le support. L'album Paul Ernst, voilà, qui, sur la base d'indices matériels, propose la reconstruction génétique d'une partie de l'œuvre, présente une image tout autre du fragment et de la page où il fut jeté à son origine. Le fragment est là-haut, hein? Là, cette fois, c'est encore une fois le premier, un peu isolé, vous le voyez. À sa gauche prend place un fragment sur le refus des Juifs, témoins sans reproche, qui accomplissent par là les prophéties. À sa droite, deux fragments qui rattachent la preuve des prophéties, miracle subsistant, à l'ordre du monde. Au centre, prolongeant notre fragment, se trouve Histoire de la Chine, où il est question de ce qui rend crédibles les différentes histoires. Je ne crois pas, dit Pascal, que les histoires dont les témoins se feraient égorger, et de la nécessité de chercher, de voir en détail, de mettre papier sur table. L'héritier de notre fragment est donc entouré à sa naissance de témoins, voyants ou aveugles, d'historiens, martyrs ou pas, et de prophètes dont les prophéties suspectes, contredites, ont été accomplies. Mais qu'en est-il de notre héritier dans l'ordre des copies, c'est-à-dire dans le classement provisoire opéré par Pascal et sur lequel se fondent aujourd'hui les éditions des Pensées? Voilà. C'est un tout petit fragment, hein, vous le voyez. On le retrouve dans les dossiers des Pensées mêlées, loin des fragments sur le refus des Juifs, loin des fragments sur les prophéties, et dans un voisinage nouveau avec la figure du libertin ou de l'incrédule, de celui qui doute, qui ne cherche pas, insensible à son propre intérêt et assez fou pour aller dans la faiblesse et dans l'agonie affronter un Dieu tout-puissant et éternel. Je cite des passages qui se trouvent dans le même dossier. Détail remarquable, le fragment Histoire de la Chine précède cette fois notre fragment, si bien que dans le classement provisoire que la mort de Pascal a rendu définitif, les derniers mots de Histoire de la Chine semblent enchaîner tout naturellement avec le fragment 664. Nous pouvons relire cette transition. Je vous dis qu'il y a de quoi aveugler et de quoi éclairer, mais la Chine obscurcit, dites-vous. Et je réponds, la Chine obscurcit, mais il y a clarté à trouver, cherchez-la. Ainsi, tout ce que vous dites fait à un des desseins et rien contre l'autre. Ainsi, cela sert et ne nuit pas. Il faut donc voir cela en détail. Il faut mettre papier sur table. Et notre fragment, c'est un héritier qui trouve les titres de sa maison. Dira-t-il peut-être qu'ils sont faux et négligera-t-il de les examiner? Et je mets pour l'instant, nous y reviendrons, de considérer quel était ce fragment et où il était placé quand il parut une première fois dans le cadre de l'édition des Pensées de Port-Royal.
la première édition de Pensées, en laissant aux spécialistes les questions de dispositio, dont on connaît l'importance dans la perspective même de Pascal. Nous aborderons le plan de l'ellocutio par une analyse interne du fonctionnement de ce court fragment, pour en venir ensuite à celui de l'inventio, donc de l'objet dont le fragment traite, et arriver par là à des tentatives d'interprétation qui montreront, je l'espère, à quel point ce mystérieux héritier est un personnage central et stratégique dans l'apologie pascalienne. C'est un héritier. Gilles Maignon, dans un livre sur la voix de Pascal, c'est-à-dire sur les marques de l'énonciation dans le discours pascalien, réfléchit longuement sur la fonction de ce déictique par lequel l'auteur, un illusionniste consommé, instaure, dit-il, une référence fictive extradiscursive qui doit être actualisée dans l'imagination et que le lecteur se doit enfin d'assumer. Ce incipit donne au fragment une allure étrange, comme de continuation d'un discours qui n'a pas été commencé. En fait, le déictique ne repose sur rien. Le fragment met en scène, dirait-on, sa propre coupure. Il l'accentue par le suspens que le point d'interrogation génère. Entre ces deux vides, l'argument paradoxal s'énonce comme une forme narrative brève, d'abord resserrée dans un verbe, l'héritier trouve, ensuite ouverte, puisque c'est le lecteur qui doit donner la réponse aux questions. Dira-t-il, négligera-t-il? L'incertitude ne plane donc pas seulement sur l'identité de cette référence extradiscursive qu'est l'héritier. Elle investit également son histoire. Que fera-t-il? On peut souligner l'importance de l'adverbe « peut-être » qui suggère une indécision de rêveur, suscitant autour des gestes de l'héritier une aura d'étrangeté. De même que dans le fragment, la voix de Pascal, singularisée par des marques énonciatives, fait parler en abîme la voix du personnage, peut-être qu'ils sont faux. De même, le récit objectif, l'héritier qui trouve, en introduit un autre purement virtuel, l'héritier qui ne cherche pas. Un héritier. Y aurait-il d'autres héritiers qui n'ont pas trouvé? Et celui-ci, comment a-t-il trouvé? Quel tiroir a-t-il ouvert? Est-ce par hasard? Est-ce par mérite? Est-ce par grâce? Est-il conscient que cette preuve le constitue dans sa nature d'héritier, s'il est vrai que titre est la cause qui rend la possession légalement efficace, ou, comme le déclare encore le Littré, s'appuyant sur la citation même de ce fragment de Pascal, un acte écrit, une pièce authentique qui établit un droit, une qualité. De cette histoire d'héritage, de transmission, de lignée et de solitude individuelle, de légitimité et de doute. Les cisoires de Pascal, son style, ont isolé l'incomplétude d'un instant qui bascule entre la trouvaille et la perte, et qu'un peintre aurait pu fixer, un peu comme la tour a fixé l'instant d'une tricherie, et Caravage celui d'une vocation. Du point de vue de l'inventio, il n'est pas surprenant que Pascal ait utilisé dans son dialogue avec le libertin un exemplum où la question de l'intérêt est secrètement centrale. L'on sait à quel point le motif de l'intérêt est exploité dans l'argumentaire apologétique et quelle part il a dans la détermination de la posture même de Pascal. C'est en vue d'éveiller l'autre à ce qui l'intéresse éternellement que l'apologiste n'hésitera pas à se servir d'un imaginaire armé, tranchant
et sanglant, dont on connaît à la fois le tragique et le caractère visionnaire. Mais l'argument paradoxal du fragment 664 relève plutôt d'une medietas, comme il convient au style d'une parabole. Il est tiré de la vie quotidienne. De par sa nature mondaine, on pourrait être tenté d'apparenter l'héritier à d'autres silhouettes pascaliennes, telles le magistrat à la robe rouge, le prédicateur au visage barbouillé, le philosophe sur une planche, l'homme qui oublie son deuil en poursuivant un sanglier. Autant que ces personnages fugitifs, il est à la fois concret et frappé d'irréalité. Il est lui aussi un peu un ridicolosissimo eroe, discrédité d'avance par un jeu qu'il n'a pas encore joué. Cependant, il me semble plus approprié de rappeler que la sphère moyenne, le quotidien dont il sort, sont de ceux qui ont touché de près et gravement la personne et la famille de Pascal. L'héritier suscite par sa seule présence le souvenir de tout un côté de la vie de Pascal que la vie de M. Pascal par Gilbert Perrier, sa sœur, n'a pas pris soin de mettre en lumière. Les études de Régine Pouzet ont assez montré l'importance des questions d'héritage et de la défense de ses propres droits. Dans une lignée, celle des Pascal, où même les plus profonds conflits affectifs s'exprimeront dans la forme d'un conflit d'intérêts. Comment Pascal a-t-il cherché à entraver la vocation de sa sœur, Jacqueline, si ce n'est en lui niant sa portion d'héritage? Et la réconciliation entre frères et sœurs n'a-t-elle pas été scellée par la reconnaissance de la part de Blaise des droits de sa sœur? D'autre part, les derniers jours de sa vie, Pascal a été l'auteur d'un testament inspiré à des principes de justice et de charité, où il dispose minutieusement en faveur de 4 différents hôpitaux, donc pas en faveur de sa maison, d'un revenu dû à son seul génie, les droits d'exploitation du système des carrosses à 5 sols. Le fantasme de l'héritier insouciant peut s'être insinué parmi des papiers bien réels, un peu comme l'un de ces objets qui, de façon insensible, transforme une nature morte en une vanité. Et pour des raisons multiples, il peut s'être présenté aux yeux de Pascal comme l'un des visages de l'humaine ambivalence, visage à la fois monstrueux et familier. Or, c'est cette ambivalence que je vais tenter d'approfondir, en tenant compte de ce que la critique pascalienne a apporté d'éclairant ou parfois de problématique à l'intelligence de ce fragment. Une première exégèse me semble s'inscrire dans la manipulation qu'en a faite l'édition de Port-Royal, avec un excès de clarté qui contredit la complexité d'autres lectures plus récentes. Le déictique disparaît, le bref exemple s'amplifie dans une similitude. L'héritier a trouvé son référent qui semble n'avoir plus rien de fictif. Je cite, « Un homme qui découvre l'épreuve de la religion chrétienne est comme un héritier qui trouve les titres de sa maison. Dira-t-il qu'ils sont faux et négligera-t-il de les examiner? L'équivalence entre les titres de la maison et les preuves de la religion chrétienne souligne de façon sentencieuse la nature apologétique de l'argument. Le dossier des pensées mêlées des copies du manuscrit est remplacé, en effet, par un ensemble intitulé « Pensées chrétiennes ». Ce n'est pas un hasard si, dans la nouvelle formulation, est sacrifié cet adverbe « peut-être » qui ouvrait au sein du fragment l'horizon des possibles. Les éditeurs des Pensées de Port-Royal
aurait été surpris de savoir qu'on peut trouver aujourd'hui des citations de ce fragment tout à fait hors contexte dans des publications scientifiques, dans des actes de congrès d'hommes de science, où des questions purement épistémologiques sont en jeu. Des chercheurs s'interrogent sur les titres de leur maison, c'est-à-dire sur les raisons de leur recherche, avec une mise en garde contre la tentation de renoncer à les définir et à les respecter. Mais d'autres lectures ont été proposées qui rattachent le thème de l'héritage à l'un des fils rouges de la pensée pascalienne, la réflexion autour de la règle des parties, avec l'intuition du calcul des probabilités et son infléchissement apologétique dans l'argument du pari. Qu'ont en commun l'héritier qui trouve et le joueur d'un jeu interrompu dont il faut calculer les chances de gain pour répartir le montant des mises? Jean-Pierre Clairaut nous le dit en glosant les méditations pascaliennes de Pierre Bourdieu. Je cite: « La structure même du calcul des parties est évidemment celle de l'héritage. La situation d'héritage résulte de la rupture d'une situation habituelle que les agents doivent se réapproprier à d'autres conditions. » C'est au nom de Bourdieu que Jean-Pierre Clairaut évoque le fragment 664 pour assimiler d'une certaine façon la règle des parties, c'est-à-dire la recherche d'un critère qui puisse endiguer le hasard et lui donner un sens du point de vue mathématique, aux règles qui président au traitement de l'héritage, objet, dit-il, d'un certain consensus dont il ne faut pas exagérer la rationalité. Il pourrait étayer ces considérations par les mots de Pascal lui-même, qui, à plusieurs reprises, et notamment dans les 3 discours sur la condition des grands, a envisagé le rôle puissant que le hasard joue dans l'établissement des conditions des hommes. Je cite: « Non seulement vous ne vous trouvez fils d'un duc, mais vous ne vous trouvez au monde que par une infinité de hasards. Vous tenez, dites-vous, vos richesses de vos ancêtres, mais n'est-ce pas parmi le hasard que vos ancêtres les ont acquises et qu'ils les ont conservées? Vous imaginez-vous que ce soit par quelque loi naturelle que ces biens ont passé de vos ancêtres à vous? Tout comme un calcul met de l'ordre dans le chaos d'un jeu de hasard que le hasard a interrompu, ainsi la seule volonté des législateurs, dit encore Pascal, fonde l'ordre de la succession héréditaire. Aucune des bonnes raisons qui constituent cette rationalité relative n'équivaut à un droit naturel. La conséquence est nette et semble se réverbérer sur la lecture du fragment 664. Je cite: « Ainsi, tout le titre par lequel vous possédez votre bien n'est pas un titre de nature, mais d'un établissement humain, un autre tour d'imagination dont ceux qui ont fait les lois vous auraient rendu pauvres. » Entre Bourdieu et Jean-Pierre Clairaut, la critique a salué ici une cohérence qui, je cite, qui touche aux entrailles même de la métaphysique et de la mathématique pascalienne, qui accorde une place très particulière au pari, à la stratégie, à l'irréductibilité des ordres, au jeu des gravures symboliques et de l'imagination, à celui des règles et des régulations subreptices. Fin de citation. Si on lit le fragment 664 dans l'éclairage des 3 discours sur la condition des hommes, des grands, excusez-moi, l'héritier qui trouve ces titres et doute de leur valeur a peut-être quelques raisons de ne pas les examiner de trop près. Pour reprendre le lexique des 3 discours
Notre héritier serait alors comparable à un roi de concupiscence, dont la sagesse consisterait dans le fait de savoir que ces biens sont imaginaires et ces titres provisoires. Le verbe trouver perd ici toute prégnance. On trouve ces titres comme l'on se trouve fils d'un duc, ou plus simplement comme on se trouve au monde. Ce verbe, enfant du hasard, ne s'inscrit pas dans un processus et, à plus forte raison, il n'en engendre aucun. Détaché du geste de chercher, le fait de trouver ne produit pas de sens. La réponse au peut-être de l'héritier, cet adverbe que les pensées de Port-Royal ont supprimé, relève alors de l'ordre du pari, rationalité relative et bien adaptée à cette situation d'héritage ou de jeu fatalement interrompu, qu'est, selon ce que Pascal appellerait les lumières naturelles, la condition des hommes. Mais, d'après l'album Paul Ernst, l'héritier du fragment 664 avait à sa naissance d'autres fréquentations. Il voisinait avec des témoins, des historiens et des prophètes. Le thème de l'héritage s'inscrivait tout naturellement dans un autre fil rouge de la pensée pascalienne. L'état des Juifs sur lequel Pascal s'attarde si longuement dans l'œuvre apologétique remet en valeur cette idée de transmission héréditaire qui ne relève cette fois aucunement du hasard ou de l'imagination, tout en manifestant une nouvelle et plus profonde équivocité. Certes, la constellation sémantique de l'héritage n'est pas exploitée dans les nombreux fragments où Pascal médite sur la perpétuité de la seule religion vraie et de l'attente du Christ. Je cite, « la seule religion contre la nature, contre le sens commun, contre nos plaisirs, est la seule qui a toujours été. » Mais cette perpétuité prend de plus en plus le caractère d'un legs qui passe de main en main, d'une génération à l'autre, le long de la durée de la vie des patriarches, si attentifs à conserver leur généalogie, puis des rois, des prophètes, pour arriver aux apôtres. Je cite, c'est une suite d'hommes durant 4000 ans qui constamment et sans variation viennent l'un ensuite de l'autre prédire ce même avènement. C'est un peuple tout entier qui l'annonce et qui subsiste depuis 4000 années pour rendre encore témoignage des assurances qu'ils en ont et dont ils ne peuvent être divertis par quelques menaces et persécutions qu'on leur fasse. Ces hommes, souligne Pascal, sont des frères, issus d'un seul homme et formant une seule famille. Leur rôle de témoin ne cessera pas avec la venue du Christ. Je cite, « Ils portent avec amour et fidélité ce livre où Moïse déclare qu'ils ont été ingrats envers Dieu toute leur vie, sincères contre leur honneur et mourant pour cela. Cela n'a point d'exemple dans le monde ni sa racine dans la nature. » Fin de citation. L'équivocité consubstantielle à cette étrange situation d'héritage, où les preuves, les titres éclairent les saints et aveuglent les charnels, est telle qu'elle rend, je cite, les Juifs grands amateurs des choses prédites et grands ennemis de l'accomplissement. Légué et hérité d'une prédiction de biens non possédés, le propre de l'état des Juifs ne serait-il pas chez Pascal de figure en figure ce qui caractérise la condition des hommes? Un autre fragment, le fragment 719, nous présente une sorte de tribu prophétique aux prunelles ardentes. Je cite, « Ils étaient étrangers en Égypte, sans aucune possession en propre, ni en ce pays-là, ni ailleurs.
lorsque Jacob, mourant et bénissant ses 12 enfants, leur déclare qu'ils seront possesseurs d'une grande terre. Ce même Jacob, disposant de cette terre future, comme s'il en eût été maître, en donne une portion à Joseph plus qu'aux autres. Ce même Joseph, en mourant, recommande à ses enfants d'emporter ses os avec eux quand ils iront en cette terre, où ils ne furent que 200 ans après. Moïse, qui a écrit toutes ces choses si longtemps avant qu'elles fussent arrivées, a fait lui-même à chaque famille le partage de cette terre avant que d'y entrer, comme s'il en eût été le maître. Fin de citation. Certes, prophéties et prédictions deviennent des preuves du fait de leur accomplissement par l'avènement du Christ, qui pourtant, en un sens, doit encore advenir. La grâce, rappelons-les, n'est-elle pas figure de la gloire? L'héritier qui trouve les titres de sa maison est peut-être inquiet de découvrir que sa légitimité est fondée sur une promesse et que ses biens ne lui appartiennent pas complètement. Une première conclusion s'impose. L'originalité de la figure de l'héritier chez Pascal peut être mesurée par sa double appartenance à des sphères opposées et à des logiques argumentatives distinctes. Dans la sphère mondaine, il hérite en vertu d'une législation aléatoire de biens imaginaires, voire il jouit en vertu d'un calcul conventionnel de sa portion de chance dans un jeu inachevé. Dans la sphère de l'histoire sainte, il est porteur d'une promesse. Il s'inscrit dans une lignée de témoins et il hérite d'une terre qui, pour réelle qu'elle puisse être, ne fait qu'annoncer la nouvelle terre des derniers temps. De ce contraste, une structure similaire semble ressortir. L'héritage est profondément affaire d'espoir entre ce qu'il est convenu d'appeler espérance mathématique et l'espérance théologale. Une dépossession radicale est inscrite au cœur des titres de propriété. Mais pour conclure réellement, je voudrais plutôt m'arrêter sur le rapport problématique entre les deux verbes « trouver » et « chercher », qui est, me semble-t-il, le cœur et l'énigme du fragment. La Chine obscurcit, mais il y a clarté à trouver. Cherchez-la, disions-nous, avant ou après le fragment de l'héritier, avec une succession dans les deux actions qui correspond au sens commun, aussi bien qu'à l'Évangile. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. L'indignation de Pascal s'adresse tout au long des pensées, et notamment dans la lettre pour porter à rechercher Dieu, le long fragment 681, à ceux qui, je cite, passent leur vie sans chercher la vérité, par cette seule raison qu'ils n'en trouvent pas en eux-mêmes les lumières qui les en persuadent. Autrement dit, les gens irraisonnables qui ne cherchent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé. En revanche, sa compassion est pour ceux qui gémissent dans le doute et font de cette recherche leur principale et leur plus sérieuse occupation. Et le même fragment trace le portrait puissant, fantasmatique, de l'homme qui a regardé de façon lucide l'abîme qui l'entoure et le précipice où il peut tomber. Je cite, « Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment. Comme je ne sais d'où je viens, aussi je ne sais où je vais, et je sais seulement qu'en sortant de ce monde, je tombe pour jamais, ou dans le néant, ou dans les mains d'un Dieu irrité. » Donc, l'homme qui a regardé tout cela et qui choisit mollement de refermer ses yeux. Dans l'alternative décrite ci-dessus, donc celui qui ne cherche pas
et celui qui cherche en pleurant, en gémissant, s'insinue en troisième l'héritier, qui n'appartient ni à l'une ni à l'autre de ces espèces d'hommes, puisqu'une donnée fondamentale l'en distingue. Il a trouvé. Dans la figure de l'héritier, Pascal, loin d'exalter, comme dans le fragment 681, la solitude radicale de l'individu humain confronté au néant et à l'infini, postule l'appartenance à une histoire, la descendance d'une famille, le rapport à une maison. Si une telle solitude caractérise la condition des hommes, l'appartenance et la descendance ne la caractérisent pas moins. L'on sait à quel point Pascal a dévidé dans son apologie les arguments historiques et moraux contre le silence des espaces et les limites d'une raison métaphysique. Or, il me semble que le ton ironique, la nature paradoxale de l'argument de l'héritier, tout en laissant une interrogation ouverte, dira-t-il, négligera-t-il, implique pourtant une réponse. C'est précisément en tant qu'héritier que le héros de cette parabole devient l'exemple de l'improbabilité du geste que le fragment 681 décrit de façon si tragique de refermer les yeux. Nous nous sommes attardés longuement sur les aléas d'une situation d'héritage, que tour à tour le hasard ou l'espoir déleste de toute pesanteur. Mais la situation de quelqu'un qui trouve, ayant hérité, ne fait-elle pas surgir par assonance l'écho d'un mot célèbre de Pascal, auteur spirituel: « Console-toi, tu ne me chercherais pas si je ne t'avais trouvé ». Le renversement de l'ordre entre trouver et chercher, le fait mystérieux de trouver par héritage. Ne suppose-t-il pas que l'héritier, plus que quelqu'un qui trouve, est quelqu'un qui a été trouvé? N'y a-t-il pas là la clé du chiffre? Ne peut-on pas fonder sur ce retournement d'un verbe, l'espoir, ce sera mon dernier mot, que puisqu'il a été trouvé, l'héritier ne fermera pas les yeux et qu'il cherchera? Je vous remercie. Nous remercions vivement Benedetta Papasoli pour avoir su trouver précisément dans ce fragment si bref, si petit, l'un des grands thèmes des pensées de Pascal. Nous sommes, et elle l'a très bien montré, dans une difficulté substantielle. D'un côté, nous aurions besoin de titres de nature, mais d'autre part, comme Pascal le dit, il n'y a que les lois du pays, donc tout est assez fragile, lié à l'arbitraire des puissances qui font les lois. Et elle a très bien souligné aussi la valeur par rapport à l'édition de Port-Royal de ce peut-être qui ressurgit, alors que là, il avait été effacé pour bien tisser une apologie du christianisme. Donc, dans ce passage si important, elle nous montre d'une certaine manière le paradoxe d'un renversement. Seulement celui qui sait d'avoir trouvé peut chercher, éventuellement, du reste, les titres de légitimité. Et là, en effet, il y aurait à ouvrir tout le chemin magnifique auquel tu as fait allusion, des pensées concernant le Christ, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de preuve véritable en soi, puisque l'Eucharistie erre parmi les hommes comme le pain commun, et donc seulement ceux qui vraiment ont déjà reçu, trouvé, etc.,
peuvent imaginer de chercher. Donc il y a un élément vraiment radical dans cette proposition. Il ne s'agit pas seulement d'un fragment qui fait allusion au titre de ce colloque, mais qui va au cœur des pensées de Pascal et que tu as distribué dans une panoplie de positions, là aussi, comme dans l'exposé précédent, tout à fait pertinent. D'abord, l'histoire biographique de la famille, le testament, la question d'héritage, ce qui, je crois, est légitime pour donner une vie de Pascal, etc., en arrivant jusqu'à je dirais, à la condition précaire du magistrat, de l'acteur ridicule, de l'héritier incertain, etc. Donc, avec toute cette difficulté, à un moment donné, il faut essayer de trouver les manières pour endiguer le hasard, mais tout ça est vain puisqu'on ne sortira pas de hasard si on n'a pas trouvé, etc. Enfin, nous sommes dans, voilà, exactement, dans une espèce de vertige constante que tu as profondément, non seulement respecté, mais je dirais accentué, indesinenter à ton tour, dans les pensées de Pascal, de sorte que, encore une fois, au lieu de clore, ben, là, tu nous as permis encore d'ouvrir. Il y a peut-être une phrase que j'ai énormément aimée dans ton exposé, c'est-à-dire une légitimité fondée sur une promesse. Encore une fois, une espèce de tension, contradiction. Hériter n'est pas seulement recevoir, mais c'est aussi se fonder sur la légitimité ou alors, comment dirais-je, l'investissement que nous donnons à ce que nous lisons comme une promesse. Dans toutes sortes d'héritages, y compris l'héritage des classiques, ben, là aussi, d'une certaine manière, c'est une promesse. Donc, je suis vraiment très heureux pour cet enrichissement. Les deux héros ont bien fondé notre journée, Poussin d'un côté, Pascal de l'autre. Et donc, nous allons continuer d'une manière euphorique grâce à ces deux exposés. Et je demande alors à Michel Jeanneret de prendre la parole.